abonnez-vous. Et bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, il est tout juste 10h, on est à l'heure incroyable, comme quoi ça arrive parfois. On est toujours dans les bureaux de Mediapart pour l'émission Abonnez-vous matin, aussi connue sous le nom de Mediapartinal. Est-ce que vous m'entendez déjà correctement ? Est-ce que vous nous voyez bien ? N'hésitez pas à dire s'il y a des problèmes techniques, comme ça je les règle tout de suite et ça fera le taf. C'est parfait, me dit-on, incroyable. Eh bien, écoutez, l'émission, je vous rappelle un petit peu le concept. Relevant un petit peu mon micro, voilà. Le concept de l'émission, on a une invitée en première partie que je vais vous présenter dans quelques instants, et en deuxième partie, à partir de 11h, après une petite pause de 2-3 minutes, on fera une revue de presse avec des articles notamment de Mediapart, du club de Mediapart. Mais ça, ce sera pour tout à l'heure. En attendant, je vous présente Maria Le Sire-Schweitzer, qui est mon invitée. Salut. Salut, merci beaucoup. Eh bien, merci à toi d'être venu. Tu es là aujourd'hui pour nous présenter ton rapport que tu as coécrit pour la Ligue des droits de l'homme et la Fédération internationale des droits de l'homme, je dis pas de bêtises. Fédération internationale pour les droits humains. Pour les droits humains, j'ai commencé à dire une bêtise, voilà, dès le début. Donc c'est ce rapport qui est là, France, démocratie en décrochage. On va le détailler un petit peu tout à l'heure, hein. J'ai le PDF, là c'était vraiment pour vous le montrer. En attendant, on est parti pour la première partie de cette émission avec donc notre invité. Vous avez vu, on a des transitions maintenant, le budget a explosé. Pour commencer, je vais te laisser te présenter un petit peu ton travail. Est-ce que c'est la Fédération des droits humains ? Est-ce que c'est la Ligue des droits de l'homme aussi ? Alors je sais que c'est la Fédération des droits humains contient, a comme membre la Ligue des droits de l'homme. Juste un petit peu pour clarifier un petit peu ces différentes associations. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça ? Oui, tout à fait, merci. Donc moi, je suis juriste de formation et je travaille effectivement pour la FIDH, qui est la Fédération internationale pour les droits humains. C'est une ONG, donc une organisation non gouvernementale internationale, qui a été créée en 1922 et qui regroupe aujourd'hui 188 organisations nationales de défense des droits humains dans 116 pays. Je crois que ce sont les chiffres à ce jour. Et donc la Ligue des droits de l'homme fait partie de la FIDH, comme tu l'as souligné, parce que c'est notre organisation membre en France. On a donc mené ce travail conjointement, mais il y a un autre volet, c'est que ce rapport, comme tu le vois sur la première de couverture, il a été publié dans le cadre de l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains, qui là est un partenariat entre la FIDH et l'Organisation mondiale contre la torture. Cet observatoire, il a été créé en 1997 et son mandat, c'est vraiment de documenter les restrictions, les attaques contre les défenseurs des droits humains. Mais pas seulement, il documente les situations individuelles, mais aussi celles d'associations, de collectifs et plus largement des restrictions à l'espace civique. Donc c'est un rapport qui a aussi été réalisé avec le soutien de l'Union européenne, hein, ce qui est précisé au début, donc avec des financements de l'UE, mais c'est la seule responsabilité donc de l'Observatoire pour la protection des droits humains et de la FIDH, hein, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. C'est un peu le disclaimer qui est toujours en première page. C'est pas un financement spécifique pour ça, hein, de l'Union européenne, mais effectivement, mais c'est avec son soutien. Bien de le préciser, effectivement. Et donc, c'est un rapport que tu as coécrit avec Mathilde Nilsson, qui s'est plutôt occupé. Alors, ce que tu m'avais expliqué, vous étiez un petit peu répartis les différents thèmes du rapport, parce que c'est un rapport sur, en général, le décrochage de la démocratie en France, les attaques contre la société civile, contre les manifestants. Vous parlez de violences policières. Est-ce que tu peux un petit peu détailler la façon dont vous avez travaillé pour ce rapport et les thèmes que vous avez abordés ? Oui, donc on le dit dans le rapport que c'est le résultat d'environ 10 mois de recherche documentaire et de terrain. Donc je m'explique pour ça. C'est vrai que ça fait en réalité 1 an, parce que c'était fin septembre dernier. On a commencé, la LDH et la FIDH, à dessiner un peu les contours de ce travail ensemble, définir un peu le périmètre de l'enquête qu'on voulait mener. Mais dans les mois qui ont suivi, on a donc fait quelques recherches préliminaires, mais il y a surtout une mission internationale d'enquête qui a été menée en mars dernier, donc en mars 2025. Là, on a appliqué la méthodologie classique de la FIDH, qui consiste à avoir à la fois des représentants du bureau de la FIDH, de l'organisation membre dans le pays, donc en l'occurrence de la LDH, mais aussi un regard extérieur, donc d'un autre pays. Là, on a la chance d'avoir beaucoup de perspectives au sein de notre réseau. Donc, on avait un membre du collectif de sauvegarde de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme,
D'accord. La Ligue algérienne ayant été elle-même dissoute, mais pour avoir donc aussi cette perspective. Et donc, au cours d'une semaine, on a rencontré un grand nombre d'acteurs, d'actrices, à la fois de la société civile, des défenseurs des droits humains, des collectifs, des associations, avec des profils assez divers, de la défense de l'environnement, les droits des femmes, le soutien aux exilés et d'autres, mais aussi des magistrats, des avocats, des experts académiques, des journalistes, et puis les institutions indépendantes aussi, le Bureau de la défenseur des droits en l'occurrence, et puis la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, et enfin les autorités, donc le cabinet du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice. Et donc voilà, suite à cette semaine d'enquête, on a continué un petit peu nos recherches, vérifié les informations qu'on avait récoltées, analysé un petit peu ces données pour pouvoir rédiger ce rapport à quatre mains. Comme tu l'as dit, ma collègue Mathilde de la Ligue des droits de l'homme s'étant concentrée sur la liberté de manifester parce que la LDH, vous le savez peut-être, a des observatoires des pratiques policières, des libertés publiques Et à plusieurs endroits en pratiques France. qui sont un petit peu malmenées, on va dire, en France aussi. C'est un des éléments du rapport. Hein. Peut-être que vous avez lu Tout à fait. un petit peu sur la façon dont est traitée la Ligue des droits de l'homme, notamment par le ministère de l'Intérieur, mais aussi par des mairies d'extrême droite. C'est assez consternant. Oh, pardon, excuse-moi. On l'a bien vu récemment, Eddie Woodan, effectivement. Oui. Et aussi, donc, sur la méthodologie, donc, tu as détaillé, vous avez rencontré énormément de monde, vous avez fait des recherches documentaires. Ces rencontres-là, c'était aussi des observations de la Ligue des droits de l'homme et aussi des entretiens au long cours aussi avec ces personnes. C'était pas uniquement des interviews. On a mené une série d'entretiens au cours de cette semaine d'enquête, comme on l'a dit, vraiment, où on avait la délégation chargée de la mission internationale d'enquête. Maintenant, bien sûr, à la suite de ces entretiens, nous sommes restés en contact avec les personnes que nous avions interrogées pour vérifier les informations, préciser certains éléments et puis recueillir des informations additionnelles. Et puis, on pouvait pas, même si on a réussi à rencontrer beaucoup de monde, il y a bien sûr un certain nombre de cas. Je pense à des associations qui ont fait l'objet de restrictions dans le cadre du contrat d'engagement républicain, par exemple, qui sont mentionnées dans le rapport et on ne les a pas toutes rencontrées. Mais il y a aussi beaucoup d'informations publiques grâce au travail de l'Observatoire des libertés associatives, par exemple, et d'autres associations partenaires qui documentent également ces situations. Et donc, sur ce travail assez important, assez dense, j'invite les gens à lire le rapport. Je vais peut-être mettre le lien d'ailleurs du rapport dans le chat si ça vous intéresse. Il y a aussi une version un peu synthétique, je crois, sur le site. Je sais plus. Oui, c'est 88 pages et pourtant on nous dit beaucoup quel effort de synthèse parce que c'est vrai que ah oui, il y a beaucoup de choses à dire. Alors le résumé exécutif, il fait vraiment 3-4 pages et il présente juste les constats principaux et puis les recommandations aussi principales. Effectivement, c'est beaucoup plus court. Si ça fait un bon résumé. Mais même je trouve que même avec la version entière, au final, il y a quand même une table des matières. Donc, si les gens sont intéressés par certains points en particulier, vous pouvez aller totalement piocher dedans en voyant la table des matières. Tout ça pour dire que en général, le constat est quand même assez inquiétant que vous faites. J'avais relevé dans l'introduction que vous écrivez « La France se distingue aujourd'hui par l'ampleur et la gravité des restrictions imposées aux libertés civiques ». Est-ce que vous avez été surprise par l'ampleur de cette gravité ou c'est quelque chose que vous attendiez un petit peu ? Bon, surprise, à nouveau, la FIDH, c'est une ONG internationale. Moi, je suis de nationalité française, donc je ne sais pas si je peux vraiment je suis pas complètement surprise. Maintenant, effectivement, beaucoup nous ont dit, en tout cas même en lisant le rapport juste avant qu'il sorte, des collègues nous ont dit c'est encore pire que ce qu'on pensait. Et maintenant, la phrase, cette phrase-là que tu as mentionnée, qui apparaît dans l'introduction, oui, il ne s'agit pas, prise toute seule comme ça, on a l'impression qu'on la compare un peu en disant la France est peut-être pire que les autres. Alors, il ne s'agit pas vraiment de la comparer à ses voisins oui, non, y a pas de comparaison européens dans le rapport, ou internationaux et de dire qu'elle est pire, parce qu'au contraire, vraiment, la situation qu'on décrit en France, elle s'inscrit justement dans une tendance internationale et européenne de rétrécissement de l'espace démocratique, mais plutôt de le dire pour exposer un peu le décalage avec l'image que la France se donne, en tout cas à l'international, en tant que pays des droits de l'homme, voilà, chose qu'on entend beaucoup et qui colle plus du tout avec la réalité aujourd'hui.
C'est aussi ce qui transparaît dans le choix de notre titre, démocratie en décrochage, alors qu'on se focalise quand même sur un aspect spécifique de ce rétrécissement démocratique. Mais pour la petite histoire, c'est une expression qui a été employée par Magali Lafourcade, secrétaire générale de la CNCDH, au cours de nos entretiens, et puis qui nous est restée un petit peu justement avec ce décalage avec le rôle de premier de la classe que la France se donne un petit peu en matière de respect des droits humains, et qui tient plus la route. Oui, puis vous dites que c'est des aspects assez spécifiques, mais je trouve que dans le rapport, vous élargissez assez bien à d'autres questions, que ce soit la concentration des médias, les violences policières, la question de la justice. En fait, il y a quand même une variété de secteurs qui sont abordés dans le rapport, qui posent problème. Tout à fait. Peut-être pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent et qui n'ont pas lu le rapport, je précise quand même qu'on parle des entraves aux libertés associatives et à la liberté de manifester. Maintenant, notre analyse, elle se veut vraiment large et inclusive, donc on ne se concentre pas uniquement sur les restrictions avec les grandes lois, comme la loi séparatisme, sur laquelle on va sans doute revenir tout à l'heure, mais aussi aux entraves qui empiètent directement ou indirectement sur l'exercice de ces libertés. On revient notamment sur le discours des autorités, le rôle des médias, les violences aussi de la part d'acteurs non étatiques, les restrictions au financement, les violences policières. Donc on n'est pas uniquement sur les restrictions via un arsenal législatif dissuasif qu'on expose et qu'on aborde évidemment, mais on ratisse assez large. En ce sens, on le précise aussi dans la méthodologie, dans l'introduction, la conception de la liberté d'association qu'on adopte, c'est celle je sais pas, t'es presque un nom à rallonge, mais celle des lignes directrices conjointes de la Commission de Venise, du Conseil de l'Europe et du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE. Je l'ai dit, je ne le redirai pas. Et une abréviation dedans en plus. Mais donc, c'est important parce qu'en fait, en droit, il s'agit de dire que l'État, parce qu'il a le devoir de faciliter l'exercice de ses libertés, il doit créer un environnement favorable à l'exercice de ses libertés, et donc à la fois s'abstenir de toute ingérence dans le droit à la liberté d'association, mais aussi de protéger les représentants d'associations. Bon, à nouveau, je vise large, les collectifs, les activistes individuels, d'attaques et de violences de la part d'acteurs non étatiques. Et c'est à ce titre qu'on revient un petit peu sur le rôle de l'extrême droite, les violences aussi de la part d'acteurs en dehors du rôle des autorités. C'est pour ça que, comme tu le dis, on ratisse large quand même dans ce rapport. Oui, mais c'est effectivement assez cohérent parce que ça se rapporte toujours au même problème, c'est-à-dire la société civile, les manifestants, le milieu associatif. Et un des premiers points que vous abordez en tout cas, c'est la question législative qui est importante. Oui. Je crois, si je dis pas de bêtises, que j'avais noté que un des points de départ que vous évoquez, c'est le tournant de 2015 avec les mesures antiterroristes et notamment la loi antiterroriste de 2017, avec certaines mesures qui sont restées dans le droit commun. C'est un des points de départ dans ce rapport. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, alors on revient très rapidement sur ces questions parce qu'en réalité, notre enquête, elle se concentre sur les 5 dernières années. Donc plutôt à partir de 2020. Néanmoins, on ne pouvait pas introduire la situation aujourd'hui et même à partir de 2020 sans évoquer un petit peu ce tournant et plutôt sur les 10 dernières années avec toutes les questions d'état d'urgence dont on parlait beaucoup à l'époque et qui sont effectivement dont certaines dispositions sont rentrées dans le droit commun, comme tu l'as dit, en 2017 avec la loi sur la sécurité intérieure. Mais après, très vite, c'est pareil, je dis 2020, mais on revient sur la loi dite anti-casseurs, adoptée en marge du mouvement des Gilets jaunes qui date de 2019. Donc, on a plusieurs grands moments comme ça. Oui. Le deuxième au niveau le deuxième ou le troisième, je ne sais pas, ça dépend d'où je pars, mais sur cette période, c'est aussi évidemment la loi séparatisme. Le séparatisme, qui est plus récente. Qui est plus récente, parce qu'elle a été adoptée en 2021. Mais qui marque aussi un tournant au sein de cet arsenal législatif qui intervient un petit peu comme illustration de cette rupture entre les autorités et la société civile. Est-ce qu'il y a des dispositions assez représentatives de cette dérive dans ces lois dont tu voudrais nous parler qui posent problème ? Oui, bien sûr. Alors, pour la loi séparatisme, je peux peut-être commencer par celle-ci, parce que c'est sur la partie liberté associative
Elle a été critiquée, la loi séparatisme, je dis quand même son nom complet et puis pareil, je le redirai pas. C'est la loi confortant le respect des principes de la République, qu'on appelle la loi séparatisme, qui a été adoptée en août 2021 et qui est critiquée, s'agissant des entraves à la liberté d'association, principalement à 2 égards. D'abord, elle vient élargir, les motifs de dissolution d'associations ou groupements de faits. Les dissolutions, c'est quand même quelque chose dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Et que ce soit des Hem, associations d'extrême droite, des associations de gauche, des associations écologistes, on a eu énormément de décisions plus ou ouais, moins controversées en fonction des associations. c'est ça, on pourra y revenir. Il y a quand même beaucoup de réalités différentes au sein de ces dissolutions, mais en tout cas, on a une augmentation du nombre de dissolutions assez significative ces dernières années, avec une quarantaine de dissolutions, depuis Emmanuel Macron, dont je crois que c'est 27 sous Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Enfin, on a quand même une utilisation assez exponentielle de cet outil. Et puis, notamment avec cet élargissement en fait, des motifs. Alors non, le Parlement, ça ne compte pas dans la dissolution des associations. N'a que qui fait une blague dans le chat. Il y a effectivement beaucoup de dissolutions à tous les écarts. Là, on parle des dissolutions d'associations ou groupements de fait, donc de collectifs. Et puis, la mise en place du contrat d'engagement républicain. Qui a beaucoup aussi fait parler. C'est ça. Et d'ailleurs, à Mediapart, c'est quelque chose qui a été beaucoup documenté. Toutes les associations qui ont fait l'objet de retrait de financement ou de menaces de retrait de financement avec le contrat d'engagement républicain. Est-ce que tu veux que j'explique un petit peu plus, que j'explicite un petit peu plus Ouais, on peut ces, détailler le ces contrat deux d'engagement républicain. domaines Je pense que les gens se souviennent un petit peu C'est ça. de ce que c'était, mais si tu peux réexpliquer, ça peut être pas mal, ouais, de ce que c'était ce contrat et pourquoi ça posait problème et comment ça. On reviendra peut-être sur les conséquences concrètes après, mais Ouais. en tout cas ce que c'est. Eh bien, le contrat d'engagement républicain, donc il est issu de la loi séparatisme, mais il entre en vigueur en janvier 2022. Et bon, il n'a de contrat que le nom, parce qu'un contrat, a priori, suppose quand même des obligations réciproques et un échange de volonté. Là, c'est un document qui est imposé de manière complètement unilatérale aux associations lorsqu'elles demandent des subventions, notamment. Aussi lorsqu'elles demandent un agrément, mais c'est essentiellement dans le cadre des demandes de subventions publiques. Effectivement, il a beaucoup fait parler de lui, cet outil, parce que, bon, beaucoup de gens nous opposent: «Oui, mais il n'y a pas de droit aux subventions publiques». Alors effectivement, maintenant, cet outil-là, il change quand même beaucoup la dynamique, des relations entre le monde associatif et les collectivités territoriales qui, en France, sont, quand même les interlocutrices privilégiées, dans ce type de rapport. Et là, on a une miction de la préfecture, dans ces relations avec un pouvoir de contrôle, sur l'attribution des subventions. Sauf que, ben, les préfectures, leur rôle, il est plutôt, guidé par des considérations sécuritaires, le maintien de l'ordre et donc on retrouve vraiment les conséquences de cette dynamique, dans les relations entre les collectivités territoriales et les associations, pardon. Hem Qui souffrent vraiment de ces considérations, sécuritaires et qui créent vraiment un effet d'autocensure Mmh. chez les associations qui demandent, des financements, qui ont peur que leurs actions ou leurs discours soient considérés comme indésirables ou trop militants. On reviendra aussi là-dessus, mais vraiment le militantisme étant devenu un gros mot. Heu, voilà, maintenant on documente quelques cas, dans le rapport, mais on essaye aussi d'expliquer que le contrat d'engagement républicain, il a été finalement assez peu mobilisé, officiellement. Donc il y a assez peu de contentieux encore à ce stade. Mais par contre, ce qu'on nous a rapporté beaucoup au cours de l'enquête, c'est qu'il est, très souvent mobilisé, à l'oral, comme une menace, Ouais, et ouais. donc officieusement. Donc vraiment, il a des conséquences sur le monde associatif. Ça, on s'en est bien rendu compte en discutant avec nos différents interlocuteurs, interlocutrices au cours de la mission. Et notamment les associations confessionnelles, associations musulmanes qui étaient particulièrement visées au départ par cette loi séparatisme, qui était un petit peu l'esprit de les personnes qui font du séparatisme, qui ne sont pas dans les règles de la République, il faut les recadrer. Cet aspect sécuritaire qui avait été dès le début assumé
dans la mise en place de la loi par le ministre. Oui, après on se rend compte très très vite que ça s'étend à tout le secteur associatif et pas du tout seulement aux associations cultuelles ou associations de défense des droits des personnes musulmanes en général. Mais effectivement, quand même pour le contexte, la loi séparatisme, elle intervient après l'assassinat de Samuel Paty en 2020. Et après l'assassinat de Samuel Paty, là, il y a eu la dissolution du collectif contre l'islamophobie en France, qui a été, même si elle est avant la loi séparatisme, quand même un peu la première de cette grande vague de dissolution. Donc forcément, effectivement, on a l'impression au départ que les associations dites musulmanes sont dans le viseur des autorités, ce qui est le cas, mais très très vite, ça s'étend aux défenseurs de l'environnement, comme on l'a vu. Mais à tout le secteur associatif. Et notamment les militants pour l'environnement qui ont été particulièrement ciblés ces dernières années par ces différentes lois. On a parlé un petit peu du cadre légal qui a évolué depuis 10 ans. Alors évidemment, on pourrait en ajouter encore d'autres choses, mais simplement, il y a la loi, mais il y a aussi leur application, et il y a la façon dont sont poursuivis dont sont réprimés, j'ai envie de dire, la société civile. Il y a aussi la question de l'application des lois et parfois des définitions un peu floues de ce qui peut conduire à se retrouver en garde à vue, ce qui peut conduire à se retrouver au tribunal. Ça, c'est quelque chose que vous abordez dans le rapport, c'est l'idée qu'il y a une répression aussi un peu générale par l'appareil policier, sans parler simplement plus largement de base légale précise, quoi. Oui, pour revenir une minute sur la loi séparatisme, au-delà du contrat d'engagement républicain, je disais, elle étend les motifs de dissolution. Et alors, à cet égard, on a le premier motif de dissolution qui est étendu aux agissements violents envers les personnes ou les biens. Ça me fait penser, en tout cas, à ça, ce que tu me dis pour ces définitions floues, parce que la violence envers les biens, bon, déjà, juridiquement, c'est un peu compliqué. Dans le code pénal, on parle plutôt de dégradation de biens, les violences étant plutôt à l'encontre des personnes physiques. Donc là, c'est pareil, on a un petit peu du mal encore à se retrouver sur où est-ce qu'on place le curseur, sur les dommages graves aux biens qui justifient un petit peu ces mesures. Pour le contrat d'engagement républicain, je l'ai pas reprécisé, mais parmi ces engagements, on demande aux associations de ne pas s'impliquer dans des actions manifestement contraires à la loi. Donc là, on a vraiment une volonté claire de court-circuiter toute action de désobéissance civile. Donc tout ça, c'est un peu le même esprit. Maintenant, on revient un petit peu dans le rapport sur ces définitions floues. Je pense que tu fais plutôt référence aux manifestations. Donc là, on a des infractions qui sont issues de la loi anti-casseurs que je mentionnais avant, comme le délit de dissimulation du visage, qui effectivement permet des interpellations sur des motifs un peu vagues, puisque la dissimulation du visage, elle peut être liée à plein d'autres considérations. Prenez l'exemple du Covid dans le rapport. Effectivement. Mais on a aussi le délit de groupement, qui est un peu ce délit attrape-tout, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, le délit de groupement en vue de la préparation de violences, qui permet aussi des interpellations massives. Mais ce qu'on voit, et là on revient sur cette documentation, notamment de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, qui était allé visiter un petit peu les commissariats dans le cadre des manifestations spontanées contre la réforme des retraites, et qui montre bien qu'il y a énormément de personnes qui étaient placées en garde à vue sans qu'on sache vraiment pourquoi. L'idée, c'était d'interpeller en masse, mais la garde à vue, qui est quand même a priori plutôt un outil qui a vocation à être suivi de poursuites, dans le cadre de poursuites judiciaires. Là, on n'était pas du tout sur cette réalité-là. Il y a même une citation, je l'ai vu passer, puis alors, je la vois plus. Quoi, je vais faire un contrôle F. Je crois que si tu mets CGLPL, mais en général, je suis pas sûre. Oui, ça doit être juste en dessous alors, mais
Ah, c'est C'est ça. ça. Euh, Voilà, les gens le voient. un gardé à vue indique avoir entendu les policiers dire à son propos: «Allez, on va lui mettre des simulations du visage, puis jet de projectiles», puis une autre, on se dit: «Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui mettre à celui-là?» Enfin, Mmh. ça témoigne vraiment de cette réalité, voilà, que je viens de décrire. Mais donc ça concerne, les manifestations, mais ça peut aussi concerner des actions associatives. Par exemple, vous évoquez, les distributions de nourriture, à Calais notamment, je crois, dans le rapport, qui sont, aussi des actions d'association et ce flou-là est aussi utilisé pour réprimer ces actions militantes? Oui, on parle de la répression policière, mais pas uniquement en manifestation classique, Mmh. et donc de mobilisation dans la rue. On parle aussi du harcèlement policier sur des actions de désobéissance civile. On revient rapidement sur les actions contre le projet d'autoroute A69. Et puis, effectivement, comme tu le soulignes, des actions de soutien aux exilés, comme celle d'Utopia 56, avec qui on a discuté beaucoup dans le cadre de l'enquête, qui nous a fait part de ces entraves policières plutôt au quotidien. Mmh mh. Que disent les militants associatifs, de ça au quotidien? Comment ils le perçoivent, eux? Est-ce qu'ils voient cette dégradation concrètement? Est-ce qu'ils parlent particulièrement de certaines mesures qui ont été prises, qui ont énormément changé leur pratique? Qu'est-ce qui ressort de vos entretiens? Oui, on nous parle beaucoup de cette peur et cette application d'un peu cet effet d'autocensure, parce que, je l'ai dit, au niveau des financements, les associations sont quand même très dépendantes de financements publics, pas toutes, mais beaucoup. Donc, on est dans un contexte de réduction budgétaire déjà assez drastique, et donc le contrat d'engagement républicain, notamment, vient vraiment faire peur aux associations et se dire: «Est-ce qu'on ose, voilà, mettre en place un projet qui peut être perçu comme un peu trop dérangeant?» Mais c'est aussi sur des petites choses. Je pense au planning familial, qui nous disait que, on leur faisait comprendre, dans le cadre de leurs demandes, que même si elles utilisaient l'écriture inclusive dans leur demande de financement, ça allait peut-être poser problème. Oui. Donc on se retrouve vraiment dans des choses très, très concrètes, et puis comment dire, on revient beaucoup dans nos entretiens sur cette sensation d'épuisement Mmh mh. aussi du monde associatif, qui, même lorsqu'il obtient gain de cause devant le juge, en fait, a dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources humaines et financières dans le cadre de ces processus, dépense aussi beaucoup d'énergie à contrer des discours stigmatisants, et à essayer de survivre plutôt que de consacrer son énergie à ses bénéficiaires. Je trouve que ça, c'est une phrase que nous avait dite le planning familial. Et il y a une spécialisation aussi, c'est étonnant. Plusieurs associations maintenant ont des pôles liberté associative au sein même de leur structure, Ouais. qui consistent vraiment à mettre en place des stratégies pour se défendre. Mmh. Voilà. Bah, en plus de ça, alors je me souviens plus si c'est dans le rapport, mais il y a aussi Mm. une politisation, des subventions aux associations en général. On pense, à Laurent Wauquiez, en Auvergne-Rhône-Alpes, où il y a eu énormément d'associations, qui se sont vu leurs fonds coupés, uniquement parce que c'était un peu trop, de gauche pour lui. On parle de Valérie Pécresse aussi, je crois qu'il y avait des coupes aussi sur certaines associations. On a aussi, même en dehors du cadre légal, des élus qui n'hésitent plus à, cibler politiquement telle ou telle association en leur coupant, arbitrairement leur financement. Vous avez pu, voir Oui, ça tout aussi? à Ouais. fait. Bon, les associations sont vraiment très dépendantes des changements de couleur politique au niveau local, hein. Mmh. Ça, c'est pas nouveau, Oui. effectivement. Mais par contre, ce qui est plus, enfin nouveau, en tout cas, qui vraiment nous a marqué, c'est l'association entre discours stigmatisants et menaces de retrait de subventions publiques. Ça, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup, pas forcément, bon, on revient sur Gérald Darmanin et ses attaques, ses menaces de coupe de subventions à la Ligue des droits de l'homme. Après, c'est justement sa mission d'observation des pratiques policières à Sainte-Soline, on l'a évoqué
en filigrane en début de l'entretien, mais c'est aussi des élus municipaux qui disent ras-le-bol de ces associations qui nous embêtent, voilà, qui nous mettent des bâtons dans les roues pour mettre en place tel ou tel projet de construction d'un parking. Bah, c'est vraiment dans le quotidien des relations entre les autorités et les associations. Qu'il y a une tentative de délégitimation, de décrédibilisation de leur action, et tout de suite adossé à ça la menace de retrait, de coupe de subventions, avec l'idée que les associations coûtent trop cher à la société, ce qui est très grave en fait. C'est aussi ça qu'on essaie de dire, que le secteur associatif, mais la société civile en général, est essentielle au bon fonctionnement démocratique, et donc toute cette entreprise de délégitimation, elle a vraiment un impact sur l'espace civique et l'espace dans lequel on peut s'exprimer et agir. Et même des associations comme la Ligue des droits de l'homme, qui sont très anciennes, très installées, ont eu à faire les frais de ça. Donc tu parlais des missions d'observation, mais aussi régulièrement des combats avec des élus, notamment du Front National, du Rassemblement National, depuis très longtemps, sur la question des locaux de la Ligue des droits de l'homme dans certaines communes. Oui, tout à fait. On voit ce genre d'attaque s'élargir, y compris à des associations qui, il y a encore quelques années, n'étaient pas du tout considérées comme militantes, comme on aime dire maintenant de façon négative, par le pouvoir public. Oui, tout à fait. C'est pas que des collectifs écolos où là, effectivement, nous, on le met en avant. Les défenseurs de l'environnement font face à une répression qui est vraiment d'une dimension un peu particulière. Mais c'est aussi les associations de longue date comme la Ligue des droits de l'homme. Je pense aussi à la CIMAD. Voilà, ça me fait repenser aux propos de Bruno Retailleau, notamment. Parce que la Ligue des droits de l'homme avait formé un recours à Rennes contre l'utilisation de drones, sont donnés à cœur joie sur X, anciennement Twitter, de dire que la LDH faisait le jeu des narcotrafiquants et des voyous. Je ne sais pas si je cite exactement c'est ça. Alors, il avait dit tout de suite. Exactement ça, ouais. Mais aussi contre la CIMAD, où en remettant en cause son rôle dans les centres de rétention administrative notamment, et en affirmant que les associations qui reçoivent des financements publics, on est toujours quand même sur ce volet-là, doivent agir en cohérence avec l'État, je crois que c'est ça qu'il disait, et qu'elles n'ont pas à faire de militantisme à nouveau. Et c'est c'est totalement l'antithèse de ce que est censé faire une association. Là, un exemple sur la CIMAD, le JD d'un avocat, la diabolisation des acteurs associatifs se traduit également par une assimilation systématique à l'extrême gauche, le terme qui est souvent utilisé. Un candidat du Rassemblement National qui dit la CIMAD, une association militante qui partage les combats de l'extrême gauche, alors que la CIMAD, effectivement, c'est comme une association ancienne, installée, qui a des liens institutionnels assez forts. On parle de dérive idéologique des ONG, du militantisme, etc., etc. Et effectivement, tout engagement pour les droits humains en général a l'air suspect maintenant avec ces discours. Tout à fait. Voilà, c'est le procès du militantisme. Toute action maintenant de défense des droits humains, et comme tu le dis, assimilée à l'extrême gauche. Alors ça, c'est quelque chose qu'on développe aussi dans le rôle des médias. Alors des médias notamment détenus par... Sans Bolloré. Pour ne pas le nommer. Mais il est nommé dans le rapport. Oui, je sais bien. Mais oui, ces médias détenus aussi par des personnalités d'extrême droite, comme Vincent Bolloré, qui contribuent vraiment à diffuser ce discours, soit en reprenant les discours des autorités ou tout seul, en faisant des grandes enquêtes, comme je le vois là, enquêtes sur les avocats, les journalistes complices et tous ceux qui soutiennent les exilés. Vous avez pas mal d'exemples dans cette partie. Vous voyez dans le chat ce qui s'affiche sur votre écran. Là, je vais vous remettre le lien du rapport parce qu'il y a des gens qui sont arrivés entre-temps, je suppose. Je vous le remets, évidemment, si vous voulez lire un petit peu de ça par vous-même. C'est très détaillé dans le rapport. Il y a toutes les sources en plus en dessous. C'est mieux sourcé que certains articles du Point, pour ne pas les nommer. Mais on voit certains médias font le relais des discours stigmatisants véhiculés par les autorités publiques. Le lendemain des menaces proférées par Gérald Darmanin contre la LDH, la chaîne CNews poursuivait en titrant Ligue des droits de l'homme comment l'association a dérivé de ses engagements initiaux au fil des années. Je me demande si c'est pas le débat public qui a dérivé plutôt que l'association, reprochant à l'association d'avoir progressivement adopté des causes chères à l'extrême gauche. On voit qu'en fait c'est un ensemble, à la fois l'arsenal législatif, les médias
Et vous parlez aussi dans le rapport des acteurs qui ne sont pas l'État, mais qui peuvent aussi intimider les associations, notamment des groupes d'extrême droite. On parle alors, ça concerne aussi les manifestations. Question d'acteurs, alors je sais plus le terme que vous employez, mais extra-étatiques, je crois, Oui, c'est- les acteurs non étatiques. C'est pour ça qu'on revient, en tout cas, sur tous ces exemples-là, comme tu les montres à l'écran, de titres, d'articles et de journaux qui contribuent vraiment à cette délégitimisation des acteurs associatifs. On voulait vraiment mettre en avant cet aspect-là aussi, pour bien montrer que c'est pas seulement les autorités, mais aussi d'autres acteurs. euh, mais que les autorités françaises ont une responsabilité, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ont l'obligation de faciliter l'exercice de la liberté d'association et la liberté de réunion. Elles sont censées protéger les défenseurs des droits humains de ce type de discours. Mais pas seulement de ce type de discours, mais aussi d'attaques physico-verbales. Ça fait l'objet d'une autre section. Là, on est revenu un petit peu sur les attaques de syndicats agricoles comme la coordination rurale, par exemple, à l'encontre de défenseurs de l'environnement. Mais aussi, on se souvient de l'entre-deux tours des législatives l'année dernière, en 2024, où là, il y a eu une montée des attaques d'extrême droite. Alors, pas seulement contre les associations ou les activistes, mais généralisé contre des personnes racisées simplement qui se baladaient dans la rue, mais aussi des militants associatifs, des militants de gauche identifiés comme tels. Tout à fait. Et il y avait eu cette liste de personnes à abattre publiée sur le site Réseau Libre à ce moment-là, qui visait... alors, c'était d'abord des avocats, et puis finalement, ça a été étendu aussi à des journalistes et puis des activistes. Voilà, notamment Salomé Saké, Camille Etienne. Enfin, il y avait plusieurs personnalités qui étaient mentionnées. Mais à nouveau, c'est aussi des associations de soutien aux exilés. La CIMAD avait été ciblée. Le planning familial a vu ses locaux, plusieurs de ses locaux, donc dans différentes sections, dans différents départements, qui ont été aussi saccagés. Donc là, on voulait aussi mettre en avant cette dynamique, parce qu'on nous a rapporté qu'il y avait très 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 peu de suites lorsqu'il y avait des plaintes qui ont été déposées. Et l'État a une responsabilité de mener des enquêtes indépendantes et impartiales, et face à ces attaques, toujours dans cette obligation de protéger la liberté d'association. Dans le rapport, vous parlez, donc pendant la campagne électorale, donc 2024, une cinquantaine de candidats ou militantes et militants auraient été agressés physiquement, majoritairement par des partisans du Rassemblement national. Une multiplication d'attaques racistes a également été observée durant cette période. C'est vrai que quand l'extrême droite fait des scores élevés, il faut s'attendre malheureusement à ce genre de phénomène, et il n'y a pas eu suffisamment de suite et de protection, en tout cas pour les associations. Et même au contraire, plutôt un discours qui participe à cette ambiance-là. Je pense qu'on peut parler un peu de Sainte-Soline, parce qu'on l'a déjà évoqué plusieurs fois depuis le début, et ça me semble être assez central dans le rapport, et j'ai l'impression que ça accumule un petit peu plein de choses qui sont présentées dans le rapport. C'est la raison pour laquelle on a décidé d'insérer un dossier, on appelle un dossier qui est un peu au milieu du rapport, qui s'insère comme ça, parce que pour nous, cet aspect-là, il cristallisait un petit peu toutes les formes de répression qu'on mentionne au sein du rapport, avant et après ce dossier. Donc, que ce soit le narratif hostile, l'application de ces lois dissuasives, le harcèlement policier, le harcèlement judiciaire, mais aussi la surveillance et les retraits de financement, le rétrécissement des espaces de dialogue entre les autorités et la société civile. Et donc, le dossier. Voilà. Et puis, c'est vrai que nous avons décidé aussi, dans le cadre de la mission d'enquête, je ne l'ai pas dit avant, mais de consacrer une journée pour rencontrer spécifiquement des acteurs, des actrices impliqués dans la lutte contre les méga-bassines. Donc c'était effectivement donc dans les Deux-Sèvres, une manifestation contre les méga-bassines, avec des affrontements qui ont fait le tour des médias, avec des affrontements extrêmement violents et une répression policière extrêmement violente contre ces manifestations, avec un dispositif policier absolument hallucinant par rapport au nombre de militantes et de militants sur place.
et qui a aussi donné lieu, et vous l'évoquez aussi dans le rapport, à un discours assez hallucinant de la part du gouvernement en apparentant ces militants et militantes à des terroristes, en fait. En parlant d'éco-terroristes, ça avait aussi pas mal choqué dans l'opinion publique. C'est un tout, à la fois le discours, la répression et l'empêchement de militer de façon pacifique. Oui, c'est un tout. On a voulu mettre en avant cet exemple parce que on voit que l'État a vraiment utilisé tous les moyens à sa disposition pour faire taire un petit peu le mouvement. Oui, effectivement, je pense que le mot éco-terroriste, ça a marqué beaucoup l'opinion publique, mais c'est pas seulement ces termes-là. Il y a eu aussi des déclarations de Gérald Darmanin, qui était encore ministre de l'Intérieur, juste avant les manifestations, dans les médias, en disant demain, nous allons voir des images très violentes. Donc vraiment, en instillant déjà ce climat de peur, de terreur, en plantant le décor vraiment à sa manière, en contrôlant le narratif, pour justifier aussi donc le décalage derrière avec le narratif et le contre-discours qui a été produit notamment par les observatoires des pratiques policières de la LDH, mais pas que. Et puis, on le voit, ça va loin aussi, au-delà du discours au niveau ministériel. Il y avait cette question, moi, qui m'a marquée, des réquisitions où... je crois que c'est la préfète des Deux-Sèvres qui avait même posté sur les réseaux des images de saisie, en fait, donc, je crois, haches, des couteaux, mais suite à ce qui a été démontré ensuite par un journaliste, que c'est des fouilles qui n'avaient pas forcément à voir avec des manifestants, parce qu'il y a des réquisitions sur des véhicules sur un périmètre assez large en marge des manifestations de Sainte-Soline. Il faut comprendre qu'on est dans le Marais Poitevin, qu'il y avait des agriculteurs, des chasseurs, et qui pouvaient tout à fait avoir ce type d'outils dans leur coffre sans que ça démontre quoi que ce soit d'une intention violente de la part des manifestants. Et donc à nouveau, on est dans ce contrôle du narratif de la part des autorités un peu à tous les échelons, et qui permet aussi de justifier les propos du ministre ensuite face à la Ligue des droits de l'homme. Mais on l'a vu, et c'est aussi quelque chose qu'on essaye de montrer, c'est que c'est pas seulement sur le moment de Sainte-Soline, c'est pas seulement contre les soulèvements de la terre, contre Bassine Non Merci et ses collectifs qui étaient au premier plan de cette lutte, c'est que ça a été vraiment étendu à toutes les personnes perçues comme soutenant le mouvement de près ou de loin. Il y a vraiment des associations, d'autres associations locales, je pense à l'API, qui est une association de protection de l'eau, qui a été exclue de tous les comités locaux ressources en eau, qui a été vraiment exclue de tous les... alors que c'est vraiment son rôle... au sein du département, mais aussi d'autres associations un peu plus loin qui ont osé organiser des ateliers de désobéissance civile, je précise des ateliers complètement théoriques qui questionnaient seulement certains modes d'action. Voilà, donc on voit que à nouveau on ratisse large au niveau de la répression. Toutes les personnes suspectées de soutenir ce mouvement sont mises en cause. Ça rejoint ce qu'on disait sur les dispositifs légaux, c'est-à-dire qu'on peut arrêter quelqu'un, éventuellement mettre une garde à vue parce qu'il a un objet qui pourrait éventuellement servir plus tard dans le cas d'une manifestation violente. Tout à fait. On le voit d'ailleurs, juste un extrait sur la violence de Sainte-Soline. Les manifestations contre les méga-bassines ont donné lieu à une répression d'une intensité exceptionnelle marquée par des usages massifs et souvent illégaux de la force. Dès octobre 2022, à Sainte-Soline, les cortèges sont bloqués, gazés, matraqués. Les forces de l'ordre encerclent les manifestantes et les manifestants et tirent plus de 3000 grenades, alors même que l'objectif est purement symbolique. On s'en souvient effectivement de ces images assez impressionnantes. Et ça, c'est répression légale, on parlait de répression associative aussi, même très largement au-delà de la mobilisation en elle-même, mais on parle aussi des questions des dissolutions qu'on a évoquées tout à l'heure, avec les soulèvements de la terre, qui ont été confrontés à une tentative de dissolution de la part du ministère. Est-ce que tu peux un petit peu détailler ce qui s'est passé à ce moment-là ? Oui, à nouveau, c'est toujours dans le prolongement du discours qu'est justifiée la dissolution des soulèvements de la terre par le ministère de l'Intérieur à ce moment-là. Maintenant, heureusement, cette dissolution a été annulée par le Conseil d'État. Mais ce qui permet, entre autres, de prononcer la dissolution administrative, c'est l'élargissement des motifs de dissolution
dont j'ai parlé plus tôt, issu de la loi séparatisme, puisque on étend les motifs de dissolution aux agissements violents envers les biens. Et donc c'est là à nouveau qu'on peut viser des actions de désobéissance civile. Mais alors là, comme je pense que tu l'as cité, Sainte-Soline 1, comme on l'appelle, donc qui est la première manifestation, il y avait même pas encore de possibilité réelle de dommages matériels graves sur la bassine, puisque c'était encore seulement qu'un cratère. Oui. Donc voilà, on voit aussi ce décalage quelque part. Voilà, maintenant la dissolution a été annulée par le Conseil d'État. Oui. Donc tout le monde a été soulagé. Mais ce qu'on essaye de montrer, c'est que le prononcé de la dissolution en lui-même, il est très problématique dans le message qu'il envoie à la fois aux défenseurs de l'environnement et à l'ensemble de la société civile sur ce que l'État désigne et perçoit comme ses ennemis et comme des personnes dangereuses dont il s'agit d'empêcher l'action à tout prix. La dissolution administrative, c'est quand même un outil très grave puisque elle est prononcée par le pouvoir exécutif. Il n'y a pas de contrôle judiciaire en amont. Maintenant, le juge a un rôle de protection qui intervient après. Bon, les dissolutions peuvent être suspendues aussi en référé, donc en procédure d'urgence, avant qu'elles soient complètement annulées, parce que ça peut prendre un peu de temps. Mais quand même, c'est-à-dire que ça envoie un message assez inquiétant à la société civile dans son ensemble, quand on choisit de dissoudre ce type de mouvement. Je pense aussi à celle de la dissolution de la Jeune Garde, notamment, qui a aussi un peu fait parler. Plusieurs collectifs antifascistes qui ont été dissous. Ça n'a pas toujours été accepté, mais parfois ça l'a été, notamment sur la base aussi de ce type de discours, avec le même problème c'est effectivement quelque chose de très vertical, où directement l'interdiction entre en œuvre. Simplement, alors oui, je l'avais posé une question par rapport à la question de l'Union européenne, parce qu'on a quand même évoqué pas mal de choses, de problèmes législatifs et tout ça. L'UE, qui aussi peut regarder, condamner la France. On sait que la France est régulièrement condamnée, notamment pour les questions des droits des gardés à vue, par exemple. Mais est-ce que l'UE a une réaction par rapport à cette dérive-là? Est-ce qu'il y a une espèce de prise de conscience extérieure à la France ou pas vraiment? Au niveau de l'Union européenne spécifiquement, j'ai envie de dire pas tellement. Maintenant, on a vu, il y a quand même eu beaucoup de réactions d'instances internationales, plutôt au niveau d'experts des Nations Unies, après le moment des Gilets jaunes, mais aussi de Sainte-Soline, avec des réactions notamment face aux violences policières. Mais nous, la FIDH, on est quand même une ONG internationale, donc on essaye d'appeler à des changements, pas seulement de la part des autorités, mais aussi de ces institutions. En fait, on leur demande qu'elles se saisissent justement plus de la question, à la fois dans leurs relations diplomatiques avec la France, mais aussi à travers les instruments à leur disposition. Donc, pas seulement les institutions européennes, mais aussi du Conseil de l'Europe, justement des procédures des Nations Unies, de l'OSCE, pour mettre cette question vraiment à l'agenda et vérifier la conformité des pratiques et des lois françaises avec la protection de la liberté d'association et de réunion pacifique telle que garantie par le droit international. Et un thème plus général, peut-être, pas plus général non, mais c'est aussi un problème, c'est la question de rétrécissement, je veux dire le titre indirectement, rétrécissement des espaces de dialogue et de participation à l'élaboration des politiques publiques. Là, on est plutôt sur des pratiques aussi qui évoluent dans le mauvais sens, il y a moins de dialogue en fait entre les pouvoirs publics et les associations, tout simplement, ce qui est un problème qui s'ajoute encore à cet arsenal législatif. Oui, tout à fait. Alors, c'est une partie assez courte, mais qui est assez complémentaire des autres dans ce constat d'une rupture un petit peu dans la relation entre les autorités et la société civile. Beaucoup d'associations, celles qui avaient encore leurs entrées, nous ont dit que les espaces de dialogue étaient fermés, qu'ils étaient plus reçus. Mais c'est pas que les associations, même la CNCDH justement nous a rapporté aussi d'être de moins en moins écoutés, en tout cas sur tous les sujets régaliens, c'est très compliqué.
Elle avait formulé des avis, hein, par exemple en amont de la loi séparatisme, 2 avis qui n'ont pas été pris en compte. Et pour nous, la liberté, en tout cas la liberté d'association et le respect de l'espace civique, c'est aussi permettre à la société civile de participer à l'élaboration des politiques publiques et c'est de moins en moins possible. De moins en moins possible aussi avec le recours à la procédure accélérée et autres outils qui court-circuitent un petit peu ces espaces de dialogue. Procédure accélérée, donc pour faire passer un peu en force les lois ou les différentes politiques publiques, Oui. une pratique qui tend à utiliser pour écarter les garde-fous du débat parlementaire et d'éviter les risques de contestation dans les domaines jugés sensibles. Il y a d'ailleurs le Guignard enchaîné dans le chat qui dit « Je bosse pour la CNDP et je confirme que ça recule bien en ce moment ». D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions ou éventuellement des témoignages à apporter. J'ai vu qu'il y avait des gens aussi qui parlaient de Sainte-Soline en disant qu'ils avaient commencé les contrôles la veille de la manifestation. Quelqu'un a dit ça dans le chat tout à l'heure. Tout à fait. Pour la répression. Sur la question, c'est incroyable, j'allais parler de la conclusion, il y a la conclusion qui arrive. Tout est lié. Sur la conclusion de ce rapport, là, vous faites une conclusion générale sur le décrochage de la démocratie. On a beaucoup parlé, on a parlé de plusieurs éléments, des dispositifs législatifs, de la répression policière, du discours médiatique. On a parlé aussi donc de rétrécissement des espaces de dialogue. Quelles recommandations vous faites à l'État dans ce rapport pour essayer de revenir un petit peu à une situation un peu plus acceptable peut-être pour le monde associatif et militant en France? Oui, on a une série de recommandations qui est assez longue, qui est, comme je l'ai dit, pas seulement à l'attention du gouvernement français, mais aussi des institutions européennes, du Conseil de l'Europe, de l'ONU, de l'OSCE. Au gouvernement français, je ne peux pas toutes les lister, mais parmi les recommandations principales, la première qui semble évidente, mais c'est vraiment celle de reconnaître publiquement, mais aussi dans ses actions, le rôle essentiel des associations et des défenseurs des droits humains, afin qu'ils puissent exercer leurs activités dans un environnement sûr et favorable, sans entrave ni peur de représailles. Bon, c'est la lettre de cette recommandation. C'est très important pour tout le reste. C'est pour ça qu'on commence par cette question du narratif. Nous, on a voulu ouvrir un petit peu là-dessus, mais parce que c'est aussi ce contexte de délégitimisation dans les médias et dans le discours public qui justifie tout un tas de restrictions par ailleurs. Néanmoins, bien sûr, on leur demande aussi d'abroger, de revenir sur certaines dispositions problématiques, notamment celle de la loi séparatisme que j'ai mentionnée, mais aussi d'assurer un financement adéquat et viable pour les associations. S'agissant des manifestations, on leur demande assez classiquement de respecter des conditions de nécessité, de proportionnalité, quand il s'agit du recours à la force, qui devrait n'intervenir qu'en dernier ressort, de reconnaître aussi la désobéissance civile comme un moyen d'action légitime, parce que la désobéissance civile, tant qu'elle est non violente, est protégée justement au titre de la liberté de manifester, de la liberté de réunion pacifique. On demande justement à nouveau de créer, de faciliter ces espaces de dialogue qu'on vient de mentionner en permettant une participation effective, réelle de la société civile à l'élaboration des politiques publiques. Et puis il y a aussi des recommandations que je trouve intéressantes, c'est sur la question de la désobéissance civile, parce que ce qui est intéressant avec la désobéissance civile, c'est que par définition, c'est de la désobéissance, mais qu'il faut quand même un cadre pour que ce soit acceptable comme mode militant et que ce ne soit pas soumis à une immense répression comme c'est le cas aujourd'hui. Est-ce que tu peux expliquer un peu cette tension qu'il peut y avoir entre le concept de désobéissance civile et le fait qu'il faut que ce soit quand même autorisé? C'est délicat la désobéissance civile parce que par définition, elle se place en dehors de la loi. Mais en même temps, il s'agit bien sûr de reconnaître que c'est un mode d'action légitime qui en plus est de plus en plus utilisé, notamment par les défenseurs de l'environnement, mais pas que. On pense aussi au collage féministe, oui voilà, et qui bénéficie d'une protection en droit international, comme je disais, au titre de la liberté de réunion pacifique.
Et sauf que ce qu'on voit dans les pratiques de l'État, que ce soit voilà, au niveau des poursuites judiciaires, mais aussi la mise en place d'infractions, j'ai parlé de la loi séparatisme, de la loi anti-casseurs, mais on a aussi la création de multiples délits, comme le délit d'intrusion sur une piste d'aéroport, par-ci, le contrat d'engagement républicain qui impose aux associations de s'engager par avance à ne pas recourir à la désobéissance civile, de fait, en leur demandant de ne pas s'engager dans les actions contraires à la loi. Et en fait, c'est intéressant parce que les associations, les collectifs qui recourent à la désobéissance civile, ils ont conscience, en réalité, de se placer en dehors de la loi. Et ils ont conscience aussi qu'ils s'exposent éventuellement à des poursuites judiciaires. Mais là, ce que fait l'État, c'est leur interdire par avance le recours à ce type de mode d'action et en créant des délits qui permettent de sanctionner plus lourdement aussi les actions de désobéissance civile. Donc, ce qu'on leur demande, nous, en tout cas, au titre des recommandations, c'est de laisser une place à la désobéissance civile en tant que mode d'action légitime, et donc de s'abstenir de ce type de manœuvre qui vise à court-circuiter complètement toute possibilité de recourir à la désobéissance civile. Eh ben, je pense qu'on est pas mal. Peut-être juste un petit mot sur la conclusion du rapport, parce qu'on va conclure par la conclusion, Ouais. comme on est totalement dans l'ordre du rapport. Je trouve, j'avais cité un extrait de la conclusion, alors peut-être que je vais le mettre dans le rapport, ça va être peut-être plus intéressant. Les conséquences sur la démocratie, vous dites tout ce qu'on a évoqué là. Je vous invite encore une fois dans le chat à lire le rapport, hein, je vous remets le lien. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez, c'est très bien fait, il y a un sommaire, vous pouvez cliquer sur le sommaire pour voir ce qui vous intéresse. Donc cette posture, ce décrochage de la démocratie marginalise et invisibilise les combats des associations et des défenseurs des droits humains, instaure un climat qui favorise des violences verbales ou physiques, notamment de la part de groupes extrémistes ou d'intérêts opposés, comme ceux vivant les mouvements écologistes. On a parlé des acteurs non étatiques. En arrière-plan, l'espace de dialogue entre institutions et société civile se rétrécit, réduisant la participation à l'élaboration des politiques publiques à un principe vidé de sens. Le contexte financier aggrave la situation, alors on a moins parlé, mais avec des ressources publiques de plus en plus restreintes et conditionnées à l'alignement idéologique sur les pouvoirs en place. Est-ce que toi tu as quelque chose à ajouter par rapport à votre conclusion, quelque chose qui te semble très important à retenir par rapport à ce travail? Non, je pense que ce paragraphe, tu l'as bien choisi parce qu'il résume un petit peu les 7 grands axes de notre rapport, que sont les questions de narratif, de loi dissuasive, de harcèlement judiciaire et administratif, mais aussi de répression policière, de réduction des financements et de fermeture des espaces de dialogue. J'en profite pour créditer une autre collègue qui est la responsable du bureau Europe, Lina Crespi, parce que c'est elle qui a rédigé les propos de conclusion et une partie des recommandations, comme c'est souvent le cas pour ce type de travaux. Je pense que ça résume tout à fait tout ce qui est mentionné tout au long du rapport et dans les différents axes. Et effectivement, ce qu'on essaye de démontrer, nous, c'est que toutes ces menaces et toutes ces restrictions, elles sont vraiment interdépendantes et elles participent d'une même dynamique. Et donc, bien sûr, on invite tout le monde à pouvoir sélectionner un petit peu certains passages, mais il n'empêche que nous, notre volonté, c'est vraiment de montrer que l'État utilise toutes ces restrictions de manière complémentaire les unes des autres pour faire taire les discours contestataires et que c'est très grave pour l'espace démocratique et l'état de droit de manière plus générale. Eh ben, merci beaucoup. Donc, Maria Le Sire-Schweitzer pour cette discussion sur ce rapport France démocratie en décrochage qui est flou sur la caméra, mais c'est pas grave, vous pouvez le lire sur le site de la FIDH, la Fédération internationale pour la défense des droits pour les droits humains. Je me suis presque pas trompé. Et moi, je vous dis à dans 2-3 minutes, juste le temps de faire une petite pause. On se retrouve après pour la revue de presse habituelle. Je vous mets l'écran de pause, mais ne quittez pas, on se retrouve tout de suite après. Et encore merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Beaucoup. Et vous pourrez retrouver évidemment cet entretien sur YouTube d'ici quelques jours. Salut et à tout de suite.